Dans l'émission précédente, nous avons laissé Montagnani bouleversé, ému, devant le spectacle du bombardement et du mitraillement du matériel de l'Ilva, de ce matériel que lui suivait avec tout son cœur, plein d'amour, d'une façon vaine, avec sa bicyclette. C'est un tout petit héros, un minuscule héros. L'événement de la vie, les accidents de la guerre, ils auraient pu l'amener à tout, à la mort ou quoi, non. Mais nous verrons dans ce qui suit quelle est, comme elle finit, comme elle se conclut, l'histoire de Montagnani. Évidemment, de la guerre, nous savons les dates de la déclaration de la guerre, les dates des grands événements. Nous nous rappelons l'ensemble de la chose, mais nous sommes apportés à oublier les petits faits héroïques, les grands faits héroïques des hommes, des petits hommes qui sont mêlés, qui ont été mêlés dans ces grands événements de l'histoire. Soit que c'était des guerres, soit que c'était la grande aventure de la pensée, de la recherche, de l'anxiété d'améliorer les conditions de vie. Évidemment, dans la dernière guerre mondiale, il y a eu des douleurs épouvantables qui se sont déchaînées. Il y a eu de grands héros qui sont à présent presque oubliés. Il reste quelques petits témoignages, des lettres, par exemple, les lettres des condamnés à mort. C'est bon peut-être de relire quelques passages de ces lettres pour donner un sens global à cette aventure qui nous est passée sous les yeux. Une de ces lettres dit, par exemple, « C'est une mauvaise nouvelle que je vous annonce, maman chérie. Tu dois avoir beaucoup de courage. J'ai été condamné à mort le 7 août. On me fusillera d'ici peu à midi. À ce moment, nous sommes tous réunis autour d'une table, nous écrivons, nous fumons, nous buvons. Maman chérie, courage. Pense que je ne suis pas seul. » Une autre lettre dit, « Mes parents chéris, mon frère bien-aimé, moi et mes amis, nous serons fusillés à 11 heures. Nous mourirons avec le sourire sur les lèvres, puisque c'est pour un bel idéal. » Et une lettre encore d'un enfant de 16 ans. « Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux pas qu'on me couvre les yeux ni être lié. Je vous embrasse tous. C'est dur mourir. Vous embrasse. Vive la France. » Et après la signature, « Excusez-moi les fautes d'orthographe. J'ai pas le temps de relire. » Et au fond de la page, « Expéditeur. » Il suit le nom et le prénom. Et comme adresse, il a mis le ciel auprès de Dieu. Une autre lettre. « Chers parents, chers amis, c'est la fin. On vient de nous chercher pour la fusillade. Tant pis. Mourir en pleine victoire, c'est un peu navrant, mais qu'importe. Le rêve des hommes devient réalité. » Et puis il nomme son frère et il dit, « Rappelle-toi de ton frère. » Et puis en s'adressant à ma mère, « Adieu, petite maman chérie. Pardonne-moi de tout le tracas que je t'ai fait. » Et puis, « Adieu, vieux papa. Garde un bon souvenir de ton fils. » Et puis encore, nous partons en chantant. « Chérie, mon orpheline bien-aimée, nous serons fusillés et cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans la vie. C'est difficile d'y croire, mais je sais que je ne te reverrai jamais plus. Quoi t'écrire? Je meurs à 2 pouces du bout de la victoire. » Et puis, une autre lettre. « Chérie, c'est la dernière heure de ma vie. À 3 heures, nous serons fusillés. Soyez optimistes, vous aussi, comme je le suis. » Voilà, ça c'est la grande force des hommes, l'optimisme. Et le pauvre Montagnani, le pauvre petit Montagnani qui n'a même pas réussi à être un héros, il était optimiste. C'est son optimisme qui l'a amené avec tout son cœur derrière ce matériel qui s'est éparpillé un peu partout le long du parcours en Italie. Donc, nous sommes de nouveau en pleine guerre. Depuis le mois de novembre 1943, le front de l'Italie méridionale s'est immobilisé au sud de Rome, sur une ligne qui va de la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique. Le long de la route de Rome se déchaînent des batailles acharnées, dont la plus importante est celle du Monte Cassino. La lutte pour la possession de ce point coûte aux 2 adversaires d'énormes pertes en hommes et en matériel. Elle entraîne la destruction totale de la ville et de l'abbaye historique qui la domine.
Vers la fin du mois de mai 1944, le front sud finit par céder. À Rome, la majeure partie des habitants, au travers des persiennes closes, observent le passage des troupes allemandes en retraite. Enfin, le 4 juin, les Alliés atteignent Rome. Ainsi se termine un cauchemar qui a duré 8 mois. Des files interminables de camions et de jeeps américaines, anglaises, françaises, polonaises transportent le long des routes montagneuses des Apennins, au nord de Rome, les renforts et les approvisionnements distribués aux hommes des premières lignes. Au mois d'août, Florence, à son tour, est libérée. Mais tout à coup, au-delà de cette ville, la résistance allemande se raidit. Dans le nord, Mussolini et les hommes qui lui sont demeurés fidèles sont décidés à résister jusqu'au bout. Mais dans ce même nord s'organise et se développe la guerre partisane, qui s'étend des montagnes à la vallée du Pô. Les Alliés ne peuvent rester indifférents à cet effort désespéré. Et ils commencent à coopérer avec le mouvement de résistance. La guerre partisane, qui distrait du front de considérables forces ennemies, est dure, désespérée et sans quartier. En avril 1945, alors que cède le front, tout le Nord est libéré par le mouvement insurrectionnel. Et les troupes allemandes se rendent aux forces partisanes. La situation se précipite en Allemagne aussi. Et tandis que les Anglo-Américains avancent à l'ouest, les troupes soviétiques atteignent Berlin où les dernières formations des SS opposent une résistance vaine et acharnée, combattant rue par rue, maison par maison. La guerre s'éteint dans une mer de ruines. Le cauchemar du conflit est fini. La vie recommence violemment. Hommes, femmes, enfants, sortis des horreurs de la guerre, se préparent à reconstruire leur vie, leur maison. Vous vous rappelez de ce bout de lettre d'un condamné à mort que je vous ai lu? Il disait, « À 3 heures, nous serons fusillés. Soyez optimistes comme je le suis. » Eh bien, il a fallu être des grands optimistes pour reconstruire tout ce que la guerre avait brisé et détruit. En foule, les habitants de Piombino retournent vers leur ville.
Immédiatement, ils s'affairent à déblayer les décombres de leur usine métallurgique. Ils cherchent à récupérer dans ces ruines tous les matériaux possibles. Ils choisissent, sélectionnent, trient les briques réfractaires qui garnissent les parois des hauts fourneaux. Je peux vous parler un instant? Bien sûr, entrez. Bonjour. Salut. Alors, qu'y a-t-il? Dans la vallée de Tchétchina, on a découvert une grande quantité de matériel. Et il y a une passerelle que les Allemands ont jetée sur la rivière juste à côté de Guardistano. Je l'ai vue et je crois bien qu'elle est faite avec du matériel à nous. Où ça? Faites voir exactement à quel endroit. Attendez, je sais que c'est par ici. Tenez, c'est là, vous voyez? Là. Non, c'est déjà tout ça qu'on a trouvé. Bien sûr. Oui. Avec un soin méticuleux, ils remettent en ordre et cataloguent les matériaux récupérés. Pardon, monsieur le directeur, nous avons trouvé dans les décombres une deuxième portière en très bon état. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse monter sur votre voiture? Naturellement, occupez-vous-en le plus vite possible. Bien, j'y vais tout de suite. S'il vous plaît, si vous voulez bien donner un coup d'œil à l'inventaire préparé pour le service des dommages de guerre et des ponts et chaussées. Oui, je vais regarder ça. Peut-être qu'en définitive, tous les efforts que nous faisons sont absurdes. Peut-être qu'il est insensé de vouloir reconstruire une industrie sidérurgique en Italie. Mais notre devoir est de recréer des conditions de travail, de donner du travail à tous. Alors voilà. La voiture est prête. Est-ce que vous voulez la voir? Oui, j'arrive. Au revoir, à bientôt. Au revoir, un de ces jours. Alors, ça y est? Elle est prête. Parfait. Enfin, si elle roule. Maintenant, Manfredini, vous avez l'argent, les papiers, vous avez tout ce qui est nécessaire, alors allez à Rome et plaidez notre cause, soit auprès des dommages de guerre, soit auprès des ponts et chaussées. Je ferai Et tout j'en ce que suis je sûr. pourrai. Bonne chance. Monsieur le directeur. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Bon voyage. On commence à reconstruire le complexe sidérurgique. Au milieu du scepticisme général, une minorité soutient que pour relever l'économie du pays, il est indispensable de créer à nouveau une sidérurgie moderne et bien outillée. Heureusement, les thèses de cette minorité prévalent et le travail de réédification, commencé par la volonté de quelques-uns, prend un nouvel essor. Montagnani,
aura le bonheur d'assister à la résurrection et à l'expansion du nouvel établissement Italsider. Les usines prennent de l'extension et se modernisent. Esprit d'initiative, volonté de survivre, de nouvelles vues économiques, le plan Marshall et un extrême besoin de travail, de paix et de sérénité. Tout cela a permis d'accomplir un miracle.
La nouvelle économie influence aussi l'industrie sidérurgique. Le marché a besoin de tôles de fer et de tôles d'acier pour la production des biens de consommation. Le fer, l'acier qui sort des lingotières, est écrasé, aplani, affiné, réduit. Il faut acheminer d'immenses quantités d'eau vers les centres urbains, ou bien vers les campagnes, vers les régions privées d'eau de source. On fabrique des tubes, des tuyaux pour l'eau et des canalisations pour les méthanoducs et les oléoducs. L'emploi du froid s'étendant aux maisons, le réfrigérateur devient un bien essentiel. Alors, on moule des milliers, des millions de tonnes d'acier pour fabriquer, recouvrir, embellir des réfrigérateurs toujours plus grands ou plus petits, enfin, toujours plus efficaces. Des machines de plus en plus compliquées, forgent, renouvellent, déplacent, font en série, transportent une pièce après l'autre. Ce travail des machines, est uniforme, constant, permanent, équilibré. Et le rythme, la cadence, la mesure, les vibrations, les fluctuations de leurs mouvements transforment, métamorphosent la tôle d'acier. Peu de commandes, mais de nombreuses opérations. Mouvements simples, opérations complexes.
Étiqueter, classifier, distinguer, identifier, caractériser, nommer, appeler, définir. Un nombre toujours croissant de spécialistes s'initie aux techniques nouvelles. Moteur. Moteur, machine et moteur font désormais partie de notre vie quotidienne. Moteur, moteur perfectionné, moteur tous pareils. Moteur, moteur qu'il faut construire vite, il faut des moteurs, toujours plus de moteurs. Le rythme de la vie est rapide, toujours plus rapide.
deuxième, troisième, quatrième vitesse, rapidité. Aisance et ordre, mesure et rythme. Une pièce ici, une pièce là. L'une correspond à l'autre, l'une après l'autre, l'une sur l'autre, l'une dans l'autre, l'une derrière l'autre, l'une en plus de l'autre. Une auto. Pour chaque propriétaire, sa propre voiture a une physionomie qui lui est propre. Et pourtant, l'une est pareille à l'autre. Une voiture d'un certain type est pareille à une autre du même type. Un modèle après l'autre, peu de modèles. Des milliers, des millions d'autos. Chaque homme, personnalité unique, accomplit sa fonction en s'intégrant dans l'organisation. Gratte-ciel, bureau, organisation toujours plus vaste et complexe. Charpente de fer. 1, 2, 10, 100 charpentes de fer. La charpente d'acier maintient le gratte-ciel et le gratte-ciel, dans ses étages et dans ses pièces, maintient l'organisation. Peu d'hommes. Un nombre d'hommes toujours plus petit pourvoit aux besoins d'un nombre d'hommes toujours plus grand. Route, autoroute déployée sur les montagnes, les fleuves, les vallées, les plaines. Route, autoroute, vitesse.
Navire. Navire toujours plus grand. 10 000, 25 000, 30 000, 50 000 tonnes. Millions et milliers de tonnes d'acier, de rivets, de tôles, de moteurs et d'outillage. Vitesse, vitesse, avion dévorant des milliers de kilomètres à l'heure. 16 km 666 mètres à la minute. 277 mètres à la seconde. Une seconde, une, 277 mètres. Et les passagers par dizaines à la fois, centaines et centaines par jour, milliers et milliers par semaine, centaines de mille par mois, millions et millions par an. On fait des projets d'avions, on les compose, on les étudie, on les invente, morceau par morceau, détail après détail. On les dessine et on les calcule. Chaque machine en exécute une partie. Chaque machine étant spécialisée pour reproduire un dessin, celui-ci ou un autre. Machine d'acier, machine parfaite, machine pulsante, battante, palpitante, fluctuante, aux rythmes égaux, chacune égale à l'autre.
révision. Chaque partie doit résister, toutes les pièces doivent résister. Chaque partie, toutes les pièces doivent pouvoir fournir leur effort, leur force, leur puissance. Vitesse 800, 1000, Mach 1, Mach 2 et maniabilité. L'énergie atomique peut fournir une immense quantité d'énergie. On fabrique des centrales électriques animées par des moteurs thermiques qui alimentent l'énergie nucléaire. Et c'est encore des millions de tonnes d'acier. Des millions de tonnes d'acier qui sont à la base de tout ce qu'il nous faut. Et à la base aussi de ce dont nous rêvons,
l'espace. Le voilà le grand rêve. L'espace sidéral est le grand rêve, mais il n'est plus tellement un rêve, l'espace. Nos ancêtres, nos lointains parents nous ont préparé la vie sur notre planète. Maintenant, nous préparons la vie dans l'espace. Le fer. Oui, le fer, entre autres, nous permet d'aller dans l'espace. Ce même fer qui nous est venu de l'espace. La vie et le travail pénètrent toujours plus profondément aussi dans les entrailles de la Terre. Travail de la mine, travail du minerai. On fait sauter les montagnes, on barre les vallées, digues, barrages, crues d'acier, armatures d'acier, énergie, millions de volts d'énergie. Et maintenant, pour l'heure, les guerres, les haines, les deuils, les luttes récentes, même très récentes, sont oubliées. On travaille ensemble, tous mêlés. Amis, ex-ennemis, ex-alliés, ex-envahisseurs, ex-oppressés, ex-libérateurs, on travaille tous ensemble.